qui portera sur l'aigle beauté, conférence présentée par Anthony de la Ligue de protection des oiseaux. Je vous informe que pour les prochaines conférences, il y a eu un arrêté qui est tombé hier soir du président, donc on n'est pas sûr d'avoir une salle à la faculté, donc il faudra surveiller les infos sur le site internet de l'association. Deuxième info, à partir de lundi prochain, il y a une exposition sur les champignons et le pliage ou le froissage de papier qui débute à l'Orangerie du Jardin Botanique, qui est organisée par l'association, la Société écologique du Limousin, la ville de Limoges, notamment le Jardin Botanique. Donc vous pouvez y passer régulièrement entre le 21 septembre et le 30 novembre. Les champignons doivent pousser et l'expo doit évoluer au fur et à mesure. Voilà pour les infos de ce début d'année. Je vais laisser la parole bientôt. Bonjour. Alors, je vais voir comment ça se passe au niveau du micro. Là, vous m'entendez bien? Très bien. Okay. Donc effectivement, je vais vous parler de l'aigle beauté, qui est une espèce de rapace qu'on rencontre en Limousin. Donc j'ai appelé ça Zoom sur un oiseau remarquable et pourtant méconnu, puisqu'effectivement c'est une espèce qui est discrète, pas présente toute l'année, mais qui a de quoi susciter l'intérêt. Alors déjà pour le présenter, j'ai voulu regarder un petit peu le regard qu'avaient certains ornithologues sur l'aigle beauté, et je commence par Paul Géroudet, qui est un ornithologue suisse qui est très connu pour avoir rédigé une histoire naturelle des oiseaux d'Europe en traitant toutes les espèces. Et donc Paul Géroudet disait que l'aigle beauté était un rapace de format moyen, de taille moyenne, comme les buses et les milans. Il ne s'en distingue guère par la grandeur, mais plutôt par la livrée, la silhouette et les cris. Bon. Des aigles, il a le tempérament vif, même si par certains côtés il ressemble tour à tour aux buses, aux milans, aux busards et aux tours. On n'apprend toujours pas beaucoup sur... Sa quête en terrain découvert rappelle tantôt celle d'un busard, tantôt celle de l'aigle royal. Et à propos de l'autour des palons, autre rapace de la même taille, comme lui, après un affût à demi dissimulé, il se jette impétueusement sur la proie. Donc en fait, Paul Géroudet le compare à un petit peu toutes les espèces de rapaces qu'on peut rencontrer chez nous. Donc on voit que c'est une espèce qui a des méthodes de chasse variées. Alors, autre auteur, beaucoup plus récemment, Christian Riols, qui est un ornithologue du sud de la France, écrivait dans l'Oiseau Magazine sur les rapaces de France, donc c'est une revue qui sort tous les ans. L'aigle beauté est un chasseur habile en vol et d'une témérité insensée. Donc s'il dit ça, c'est par rapport à d'autres espèces de rapaces qu'il connaît bien. Le petit aigle prospecte son territoire souvent à grande altitude, jusqu'à 2000 mètres parfois, et se lance très fréquemment dans des attaques proprement hallucinantes en piqué subvertical sur plusieurs centaines de mètres, avec ou sans correction de trajectoire. Elles sont l'une de ses performances voilières les plus remarquables, tout comme sa capacité ascensionnelle, qui le mène à 1000 mètres d'altitude en 4 minutes, même avec la queue tenue serrée, même chez les jeunes, à une vitesse de 4 à 7 mètres par seconde, donc d'élévation. Donc cet auteur-là, lui, il insiste énormément sur les capacités de vol de l'espèce qui sont exceptionnelles. Alors, autre auteur, c'est un Sud-Africain qui est photographe et qui a écrit un livre sur les aigles d'Afrique, et qui lui présente l'aigle beauté de la façon suivante. Bien qu'il soit plus ou moins de la même taille qu'une buse variable, l'aigle beauté est véritablement un aigle de la tête aux serres, puissant et majestueux comme les membres plus grands de sa famille. Et il a fait des photos assez exceptionnelles d'aigle beauté en parade, où on voit les oiseaux qui ferment les ailes et qui se laissent tomber comme des pierres à des vitesses très importantes. Donc il lui écrit une parade à couper le souffle et une joie absolue d'y assister. Donc, est-ce que certains parmi vous ont déjà vu des aigles beauté? Petit sondage. Ok. Et sinon, d'autres espèces d'aigles? Ok. Donc souvent, l'aigle qui est le plus connu en France, c'est l'aigle royal, qui est une espèce plutôt inféodée à la montagne et qui est un oiseau de grande taille. Donc l'aigle beauté, c'est pas une espèce inféodée à la montagne et c'est pas une espèce de grande taille, donc il est assez différent, bien qu'assez proche sur le plan de la biologie. Alors justement, je vais vous présenter l'aigle beauté en commençant par sa famille. Donc vous savez que les espèces sont classées par genre, entre autres, et l'aigle beauté fait partie du genre qu'on appelle Hieraetus, et qui
comporte 5 espèces qui sont toutes présentées ici. Donc en haut à gauche, c'est l'aigle de Welberg qu'on trouve en Afrique, qui est une espèce qu'on rencontre plutôt dans la savane et qui niche dans des arbres. En haut à droite, l'aigle botté. Ensuite, au centre à gauche, l'aigle de Wesk, qui est une espèce très peu connue qui vit en Nouvelle-Guinée. Au milieu à droite, l'aigle nain. Alors l'aigle nain, c'est vraiment la copie conforme de l'aigle botté, mais il vit en Australie. Et enfin, tout en bas, c'est l'aigle d'air, qui lui vit dans les forêts d'Afrique tropicale, et qui est une espèce assez discrète. En fait, les 5 espèces partagent, 4 des 5 espèces partagent une particularité, c'est qu'il existe des oiseaux qui sont de couleur sombre et d'autres qui sont de couleur claire. Alors quand un oiseau est sombre, il le reste toute sa vie, et quand un oiseau est clair, il le reste toute sa vie. On parle de morphe ou de forme. Voilà. Avant, on parlait souvent de phase, mais comme la phase en biologie, c'est quelque chose qui est transitoire, maintenant ce terme-là n'est plus trop utilisé. Alors, une petite parenthèse, ces 5 aigles-là ont un cousin complètement inattendu, c'est l'aigle de Haast. Alors l'aigle de Haast, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une espèce qui s'est éteinte vers 1400 en Nouvelle-Zélande, soit 400 ans après l'arrivée des premiers humains. En fait, en Nouvelle-Zélande, il y avait une faune qui était assez variée, mais essentiellement à base d'oiseaux, puisqu'il n'existait pas de mammifères terrestres. Il n'y avait que 3 espèces de chauves-souris avant l'arrivée des êtres humains. Et dans ces espèces d'oiseaux, on trouvait notamment les moas, qui sont des oiseaux terrestres qui évoquent un petit peu les autruches, et qui étaient les plus grands oiseaux vivants. Et on trouvait aussi donc cet aigle de Haast, qui lui est le plus grand rapace connu pour avoir tous les temps confondus. Son poids était estimé à entre 10 et 15 kg, soit 30 à 40% plus grand que l'aigle harpie, qui est l'aigle le plus grand à l'heure actuelle. Et puis une envergure qui n'était pas vraiment connue, que les scientifiques estiment entre 2 et 3 mètres. En fait, ça dépend un peu de la forme de l'aile, et les ossements ne permettent pas de savoir exactement l'envergure des oiseaux. Malgré sa taille, c'est un oiseau volant, et il se nourrissait notamment des moas, qui pouvaient peser plus de 200 kg. Et en fait, la génétique qui a été faite sur l'aigle de Haast, à partir d'ADN trouvé dans les os, en fait, a montré que cet aigle était très proche des aigles nains et des aigles bottés. Il fait partie du même clade. Et avant, les scientifiques l'appelaient Harpagornis morei. Maintenant, ils l'ont rebaptisé Hieraetus morei depuis les années 2000 à peu près, parce qu'en fait, c'est vraiment une forme particulière de l'aigle nain ou de l'aigle botté qui s'est retrouvée sur la Nouvelle-Zélande et qui a évolué d'une façon particulière. Et les scientifiques citent l'aigle de Haast comme étant un exemple remarquable de gigantisme insulaire, spectaculaire par la vitesse et l'intensité du phénomène évolutif. Donc en fait, c'est un exemple de vertébré dont la taille a augmenté dans un délai très court. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, on n'est pas très nombreux. Alors, je reviens à l'aigle botté, voilà sa répartition dans le monde. Donc c'est une espèce de l'ancien monde. On en trouve en Europe, en Asie, et il y a des endroits où l'espèce est présente uniquement en période de reproduction, c'est les parties en jaune sur la carte. Les parties en bleu sont les zones où l'aigle botté passe l'hiver, donc Afrique tropicale et Inde, Pakistan. Et il y a des endroits où l'espèce est relativement sédentaire, c'est le sud de l'Espagne, les Baléares aussi, et l'Afrique du Sud, et certaines zones au nord du Pakistan, au nord de l'Inde. En fait, il y a une particularité chez cette espèce, c'est qu'il existe une population au sud de l'Afrique, donc en Afrique du Sud et en Namibie, qui est un petit peu en miroir par rapport à la population qu'on a chez nous en Europe. Et c'est assez exceptionnel parce que la plupart des espèces européennes qui passent l'hiver en Afrique tropicale n'ont pas de population reproductrice dans l'hémisphère sud. Alors, par rapport aux caractéristiques physiques de cette espèce, donc voilà un individu de forme claire. Donc c'est un oiseau qui est blanc dessous au niveau des petites plumes de couverture, et ses grandes plumes de vol, les rémiges, sont sombres. La queue est assez sombre aussi, en fait elle est relativement grisée, il faut se méfier sur les photos, selon la lumière, les couleurs ressortent différemment. Mais il en existe qui sont tout sombres. Alors celui-là, il est un peu dans l'obscurité, donc on ne voit pas très bien, mais on va voir sur d'autres photos. Voilà encore un oiseau clair, ils sont plus ou moins mouchetés, les oiseaux clairs, et la queue peut être tenue serrée, comme on le voit sur cet oiseau-là. Voilà, là l'oiseau, la queue n'est pas tenue serrée, on voit mieux les couleurs des individus sombres.
Souvent, les oiseaux ont la nuque un petit peu plus claire, comme on le voit sur cette photo, le masque est un peu noir et la nuque claire. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve que chez les aigles. On le retrouve par exemple chez l'aigle royal. De dessus, il y a des caractéristiques aussi intéressantes. Par exemple, vous voyez, il y a une petite tache blanche à l'attache de l'aile. Cette tache blanche, elle est quasiment toujours présente. Il n'y a pas que l'aigle botté qui a cette tache blanche, mais il y a peu d'espèces qui l'ont. Donc ça peut être un critère. Il a également une plage plus claire sur le dessus des ailes, qui est formée par des couvertures. Donc les couvertures, c'est ces petites plumes qui sont par-dessus les plumes de vol. Et puis au niveau du croupillon, il y a une sorte de lune claire qui est formée par les parties claires des plumes sous-caudales. Et donc ça fait un petit croissant clair à la base de la queue qui est assez caractéristique de l'aigle botté. Ah oui, une autre caractéristique que je n'ai pas donnée, en fait si on regarde son aile, comme les autres espèces d'aigles de plus grande taille, il a 6 rémiges primaires digitées. Alors les rémiges primaires, les rémiges c'est les plumes de vol, les primaires ce sont celles qui sont rattachées à la main et qui forment la partie distale, on va dire, de l'aile. Donc c'est toute la moitié au bout de l'aile. Et les plumes qui sont les plus externes, ça fait comme des doigts, elles sont digitées. Et on peut en compter 6 chez l'aigle botté. Chez la buse variable, qui est un rapace de même taille, il n'y en a que 5. Sur une photo, ça peut permettre d'identifier une buse variable d'un aigle botté, même s'il y a d'autres critères qui sont plus simples que celui-là utilisé. Alors, quand on le voit de près, ce qui est rarement le cas, on voit, là, ça c'est un mâle adulte qui avait été capturé à des fins scientifiques. Donc on voit la partie un peu plus claire sur la nuque, la face assez noire, l'œil rouge, l'œil il est rouge ou jaune-orange selon l'âge de l'individu. C'est pas un aigle qui a un bec très puissant, il a un bec un petit peu comme la buse, à peine plus puissant. Alors voilà l'aile vue de dessus, on voit bien la partie plus claire au niveau des couvertures, ça fait vraiment une tache plus claire qu'on peut voir de loin en vol. Et puis à la base de l'épaule aussi, on voit une tache blanche. Ce que je disais, la tache de l'aile, on voit la tache blanche, on appelle ça des feux de position chez les rapaces. Voilà, là on voit le... Alors si je ne vous ai pas montré aussi, pour identifier les oiseaux à partir de ce que l'on voit, souvent on se base sur leur plumage. Et en fait, dans les choses qui sont très intéressantes à voir, c'est l'état d'avancée de la mue des oiseaux. Alors ça, c'est des choses un petit peu pointues, mais sur les plumes de vol de cet oiseau, on peut voir qu'il y a différentes générations qui coexistent. En fait, chez les rapaces, les plumes tombent régulièrement tout au long de l'année. C'est pas comme chez certaines espèces où ça tombe d'un seul coup et ça repousse très vite. Eux, ça met longtemps, comme c'est des grandes plumes de vol. Et en fait, on voit que les plumes les plus courtes et qui ont un petit pic central, ce sont les plumes les plus usées. Et les plumes qui ont la partie beige la plus épaisse au bout, en fait, ce sont les plumes neuves. Et donc là, il y a un mélange de plumes neuves et de plumes usées, ce qui est classique chez les adultes. Voilà. Donc là, c'est un oiseau qui a été équipé d'une balise GPS Argos pour suivre ses déplacements. Donc c'est un travail qui avait été fait par 2 personnes qui sont bagueurs, qui ont les certificats permettant de capturer des oiseaux à des fins scientifiques, qui sont Pascal Cavalin et Thérèse Nord. Et Thérèse Nord, en fait, c'est une personne qui a enseigné en mathématiques toute sa carrière ici, et qui est une grande spécialiste de l'aigle botté. Voilà les serres de l'aigle botté. Donc c'est assez proche des pattes d'une buse. Il y a 2 différences. La première, c'est que les pattes sont emplumées jusqu'au doigt, alors que la buse, le tarse est dénudé. Donc ça, c'est une différence qui est importante. Et tous les aigles de la famille de l'aigle botté, comme l'aigle royal, ont les tarses emplumés jusqu'au doigt. Et puis l'autre différence, c'est que les pattes sont un petit peu plus puissantes que l'aigle botté. Mais il y a des aigles qui ont des pattes beaucoup plus puissantes, adaptées à la prise de proie beaucoup plus grande. Alors là, j'ai repris, je vais passer vite là-dessus, j'ai repris une présentation qui a été faite par le réseau Aigle Botté de la LPO et qui présente l'aigle botté au niveau national. Donc l'aigle botté, un rapace forestier. Ça, c'est une carte d'abondance qui avait été faite en 2004 sur la base d'un atlas et d'inventaire mené en 2000-2001. Et donc on voit la répartition en France de cette espèce, avec à l'époque, on pensait que le bastion de l'espèce était sur le Pays Basque, et également une présence plus à l'est aussi dans les Pyrénées, le Massif central,
un peu la Bourgogne et les forêts de région centre. Alors, désolé pour la qualité du document, j'ai pas pu bien scanner ce document-là. C'est le dernier atlas des oiseaux de France qui date de 2015. Donc ça, c'est en période de reproduction aussi. Donc en fait, c'est par maille, et la couleur indique si l'oiseau a été trouvé nicheur certain ou si c'est juste des observations d'individus sans avoir trouvé le nid ou un territoire de reproduction. On voit que en fait, l'espèce, la répartition est un peu plus importante. Et puis surtout sur le piémont des Pyrénées, les connaissances ont bien augmenté et on sait que maintenant il est bien présent. Alors, à l'époque, quand la présentation avait été faite, la population était estimée à entre 380 et 650 couples en France, ce qui était moins que l'aigle royal à la même époque. Et c'était une répartition qui est effectivement assez discontinue, avec des lacunes, qui correspondent à des vraies absences de l'espèce sur certains territoires. Si on regarde au niveau européen, la population est estimée entre 3000 et 5000 couples en 1997, mais 14 ans plus tard, en Espagne, ils se mettent à estimer la population à 18 500 couples. Donc les connaissances sur l'espèce en Espagne ont été révolutionnées en 15 ans. En France, en 2012, la population est estimée entre 585 et 810 couples. Donc on voit qu'il y a quand même une augmentation par rapport à l'atlas de 2004 que j'ai présenté juste avant. Et pour donner un exemple, dans l'Aude, où l'espèce a pas mal été étudiée, notamment par Christian Riols, que j'ai cité tout à l'heure, l'espèce était inconnue dans les années 80. Au début des années 2000, il était estimé qu'il y avait plus de 25 couples, et en 2016, plus de 100 couples. Ça, en fait, c'est uniquement pour illustrer la lacune de connaissances. C'est pas que l'espèce a explosé ou est devenue beaucoup plus importante dans l'Aude, c'est surtout qu'il y avait une lacune de connaissances parce que personne ne l'a recherché. De fait, c'est assez difficile de savoir quelle est la tendance d'évolution de la population d'aigle. On pense qu'elle est plutôt en augmentation sur le plan de la répartition, mais par contre, sur le plan de la densité, il n'y a pas forcément de bouleversement. Donc on ne sait pas exactement quelle est la tendance de l'espèce au niveau national. L'espèce est également un petit peu présente en hiver, malgré le fait que la plupart des individus passent l'hiver en Afrique tropicale. Il y a quand même un petit peu d'hivernage, et notamment sur le littoral méditerranéen, dans des zones qui sont riches en proies, notamment en oiseaux, comme la Camargue. Alors, ces habitats de reproduction, là, pour passer rapidement, dans l'Aude, comme en fait sur les autres départements du piémont pyrénéen, c'est une espèce qu'on trouve dans les collines boisées, donc pas en altitude, en pleine montagne, mais vraiment sur les collines boisées du piémont pyrénéen. Dans le Massif central, il est présent dans les zones de gorge avec des forêts de pente, en Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, donc comme par exemple les gorges à Dordogne. En région centre, il est présent dans les forêts de plaine, donc là c'est une photo de la forêt domaniale d'Orléans. Et en Bourgogne, où l'espèce est présente aussi, il est présent sur les coteaux boisés de Bourgogne. Là, il y a un exemple de site en Saône-et-Loire où on voit que dans la partie de plaine, il y a de l'agriculture, et puis il y a des coteaux qui sont plus pentus et qui ont été laissés en boisement, et l'aigle bouté niche dans ces boisements. Alors, dans ce diaporama, donc dans cette partie que je n'ai pas faite moi, l'essence des arbres porteurs des nids est précisée. Donc dans le sud de la France, ça peut être des chênes verts, des chênes pubescents. Dans les vallées montagnardes, ça peut être des sapinières. Piémont pyrénéen, chênes pédonculés et hêtres. Corrèze, Cantal, c'est la même chose. Châtaignier aussi, mais ça peut être encore d'autres essences. Dans le Loiret, beaucoup de pins sylvestres. Des pins sylvestres dans des plantations de pins, dans des forêts de plaine qui sont plantées en pins sylvestres. En Saône-et-Loire, hêtres et chênes, etc. En fait, c'est des essences assez variées. Et les habitats sont quand même assez variés, puisqu'il peut être présent dans des zones avec pas mal de relief, mais aussi dans des zones de plaine. Autour de Toulouse, ils ont des cas de reproduction en ripisylve, et dans d'autres pays qu'en France, il y a des cas de reproduction en falaise. Par exemple, j'ai parlé de l'Afrique du Sud et de la Namibie, ben, dans ces pays-là, ils ne nichent qu'en falaise. On sait qu'aussi au Maghreb, il y a des cas de reproduction en falaise. Voilà, souvent quand même en France, il a tendance actuellement à rechercher des vieilles futaies feuillues ou résineuses, et font éventuellement du taillis sous futée. Donc c'est quand même un oiseau qui cherche des sites forestiers pour nicher. Dans les informations qui sont connues sur son écologie, en fait, quand les jeunes s'émancipent, qu'ils sont proches de quitter le site avant la migration, ils ont un territoire qui est assez petit, donc c'est des jeunes oiseaux. Les Espagnols ont travaillé là-dessus avec des oiseaux qui ont été équipés par balises, comme ça a été fait en Corrèze.
Et le territoire d'émancipation est estimé à une centaine d'hectares. Donc pour un oiseau qui vole comme ça, c'est pas énorme, pour un rapace. Et les territoires de chasse, par contre, sont beaucoup plus vastes, puisque l'espèce peut chasser à la fois dans des milieux forestiers, mais également dans des milieux verts. Il aime beaucoup les milieux verts pour chasser. Et en fait, les oiseaux, les adultes peuvent chasser à plus de 60 km du nid. Donc vous imaginez la distance, la surface prospectée pour la chasse, c'est vraiment des grandes surfaces. Au niveau de son régime alimentaire, c'est un oiseau qui est essentiellement prédateur d'autres oiseaux, de corvidés, pigeons, pics, perdrix, turdidés, fringilles, mais qui peut s'adapter aussi à la ressource locale, donc lapins, écureuils, loirs, rats, des reptiles en zone méditerranéenne, ils chassent pas mal le lézard vert, des couleuvres, etc. Et puis éventuellement des insectes, mais c'est plus marginal. Donc j'ai dit que c'était un migrateur transsaharien, donc des cas d'hivernage en France et dans le sud de la France et en Espagne. En général, les oiseaux partent en migration en ce moment, courant septembre, et ils reviennent sur leur site de reproduction entre fin mars et mi-avril. L'hivernage, tout ce qu'on sait pour les oiseaux français, il se déroule en Afrique de l'Ouest, Nigeria, Mali, Mauritanie. Les sites d'hivernage sont atteints fin septembre, début octobre. En fait, les zones où il hiverne, c'est des zones de savane plus ou moins ouvertes. Et donc, c'est pour ça que j'ai rajouté que c'était un oiseau qui n'est pas si forestier que ça, puisque pour la chasse, ou pour les périodes d'hivernage, ou pour les périodes de migration, il va fréquenter tout un tas d'habitats variés. Et c'est vraiment pour la reproduction, pour choisir l'emplacement pour le nid, qui va se révéler plus forestier. Alors, j'ai fait une petite diapo sur les enjeux en Limousin par rapport à cette espèce. Donc ça, c'est quelque chose que je vous présente, mais c'est plus, moi, ma vision de l'espèce. En fait, ce que je trouve intéressant chez l'aigle botté, c'est que déjà, c'est une espèce assez emblématique. Le côté un aigle dans nos campagnes, voilà, les aigles bénéficient toujours d'un peu de prestige, et du coup, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une espèce qui vit chez nous. C'est une espèce qui est relativement menacée. C'est pas un oiseau très menacé, mais relativement, parce que d'une part, ses populations sont encore méconnues, même si on voit que ça change rapidement. Elles sont numériquement assez faibles à l'échelle du pays, hein, et c'est une espèce qui est très sensible au dérangement. Hein. S'il s'installe dans des forêts préservées du dérangement, c'est parce que ailleurs, dès qu'il y a beaucoup de travaux forestiers, des perturbations régulières, c'est une espèce qui n'est pas présente. C'est aussi une espèce qui est une espèce parapluie, hein, bon, ça c'est un concept d'écologie, mais l'idée c'est qu'une espèce parapluie, le fait de protéger cette espèce va entraîner la protection de tout un écosystème. En l'occurrence, en protégeant les forêts avec les vieux arbres où niche l'aigle botté sur de grandes surfaces, on voit que c'est un oiseau qui a besoin de grandes surfaces, donc des forêts qui sont peu dérangées, et puis de zones ouvertes riches en proies, voilà, on va protéger tout un tas d'espèces, que ce soit des oiseaux, mais aussi d'autres espèces de faune, voire de flore. Donc que ce soit dans les milieux forestiers, mais aussi les milieux agricoles, où il peut y avoir une importance forte des activités humaines. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que c'est une espèce migratrice qui hiverne au Sahel, et on a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui hivernent au Sahel et qui nichent en Limousin. Ça peut être l'hirondelle rustique qui niche dans les étables, ça peut être aussi la fauvette grisette, qui est une petite fauvette qu'on trouve dans nos campagnes. Ça peut être aussi plusieurs espèces de hérons qui passent l'hiver en Afrique tropicale, dans les zones du Sahel. Et donc en fait, on va trouver des similitudes avec ces espèces-là dans les problématiques de conservation. Et puis en Limousin, on a un certain historique avec cette espèce, puisqu'il y a un suivi qui date il y a des années 70 en fait, avec, j'ai parlé tout à l'heure de Thérèse Nord, du bagage qui a été mené en Limousin. Moi j'y ai participé, mais pas en tant que bagueur, parce que je ne suis pas bagueur. Et puis en Limousin, on avait organisé les premières rencontres d'un réseau qui s'est monté sur l'espèce, et c'était en 2012 au lycée de Neuvik. Donc les premières rencontres avaient été organisées par la CEPOL à l'époque en Limousin, des rencontres nationales. Donc la CEPOL, en fait, c'était l'association locale qui existait avant et qui est devenue LPO Limousin actuellement. Et on a toujours beaucoup de travaux en cours sur cette espèce-là, puisqu'on travaille sur le programme Natura 2000, je vais en parler après, sur les gorges de la Dordogne. Il y a des suivis sur l'espèce, toujours. Et puis, il y a des acquisitions foncières qui se font pour protéger l'aigle botté, entre autres. Et il y a également un lien avec une autre espèce qui est encore plus menacée chez nous, qui est le milan royal, et qui fréquente les mêmes habitats pour la reproduction, en tout cas en Limousin. Alors, je vais vous présenter... Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui ?
Pourquoi il n'y a pas du tout d'observation dans les Alpes, dans les Préalpes? C'est vrai, c'est une espèce qui en est absente. Il est possible qu'elle s'y installe à l'avenir. Le Milan royal aussi est une espèce qui en est absente et qui commence un petit peu à s'y installer. Alors il est présent plus au nord des Alpes, côté suisse, mais la partie sud des Alpes, il est absent. En fait, une explication possible, hein, mais on n'en est pas sûr, c'est que ces rapaces forestiers, avec les grands défrichements qui ont eu lieu au cours des derniers siècles, en fait, leur répartition, elle s'est réduite. Et elle s'est réduite aux dernières zones boisées, et à la fois aux dernières zones boisées, mais aussi sur l'axe de migration, puisque c'est des espèces migratrices. Et donc, en fait, il y a dû avoir une contraction de l'aire de répartition qui s'est contractée à la fois sur les zones boisées et l'axe de migration, qui est du nord-est vers le sud-ouest. Et en fait, c'est des espèces qui sont pas revenues dans les Alpes, mais qui étaient probablement présentes il y a sans doute quelques siècles, peut-être 2-3 siècles. Et il n'y a rien qui expliquerait que l'aigle botté ne se réinstalle pas dans les Alpes dans les décennies à venir. Après, la dynamique de ces oiseaux-là, elle est assez lente. Hein. C'est des oiseaux qui se reproduisent peu. Et donc, pour qu'une espèce comme ça reconquiert des territoires, ça prend beaucoup de temps. Alors, en Limousin, on a sorti un atlas en 2013 avec des cartes de répartition des espèces qui ont été dressées entre 2005 et 2010. Voici la carte qui avait été produite pour l'aigle botté. Donc c'est un travail qui avait été fait par la CEPOL. Donc vous voyez que c'est une espèce qui est essentiellement présente en Corrèze en fait. Et le bastion de la population à l'échelle du Limousin, c'est les gorges de la Dordogne et les affluents. Alors les gorges de la Dordogne, la carte n'est pas très lisible, mais en haut à droite vous avez la ville de Clermont, et en bleu vous avez l'A89 qui passe à côté du Sel, et puis à gauche de la carte vous avez la ville de Tulle, en bas à gauche. Et donc les gorges de la Dordogne, sur ce territoire-là, elles sont là. Alors ce sont des gorges qui sont peut-être moins spectaculaires que beaucoup de gorges dans le sud de la France au niveau du relief, mais qui sont par contre très longues. La zone que j'ai mis en verte là, qui va, on va dire, de Saint-Saulve d'Auvergne jusqu'à Argentat. C'est une zone qui fait plus de 80 km de long. Et il y a quelqu'un qui a travaillé en archéologie à la fac de Limoges, notamment, qui a travaillé sur le charbonnage dans les forêts des gorges de la Dordogne, à l'époque où il y avait des activités de charbonnage. Et il me disait qu'en fait, maintenant que la forêt avait repoussé et était présente sur toutes ces forêts de pentes qui sont largement inexploitées, en fait, on a une forêt qui fait 70 000 hectares d'un seul tenant. Et il me disait qu'en France, a priori, aucune autre rivière ne cumulerait autant de forêts d'un seul tenant. Donc on voit que ça fait un corridor vert qui est exceptionnel. Alors il y a aussi des affluents qui sont parfois aussi tout aussi intéressants. Donc les affluents, j'ai montré que ceux qui sont côté Limousin, du nord au sud. Il y a le Chavalon, la Diège, la Triouzoune, la Luzège, le Doustre et tout en bas la Maronne. Et pour vous donner une idée de l'échelle, j'ai mis, pour ces gens qui connaissent le secteur des Grands Causses dans le sud du Massif central, j'ai mis une carte à la même échelle du Causse-Méjean avec les gorges du Tarn et les gorges de la Jonte. Donc au sud, c'est les gorges de la Jonte, et puis toute la partie à l'ouest et au nord, c'est les gorges du Tarn. Et on voit que ces gorges-là, qui sont plus spectaculaires en termes de relief, de topographie, elles font une longueur qui est nettement moindre que les gorges de la Dordogne. Ces gorges, en fait, elles font l'objet d'un classement en Natura 2000 au titre de la directive oiseaux, et l'aigle botté est l'une des espèces qui justifie cette zone Natura 2000. C'est une zone Natura 2000 qu'on appelle donc directive oiseaux. Toutes les zones Natura 2000 s'appellent zone de protection spéciale, ZPS, et donc ça c'est la ZPS des gorges de la Dordogne. Et donc c'est la LPO Limousin et la LPO Auvergne qui animent cette zone Natura 2000. J'y reviendrai. Et donc, à l'échelle de ce territoire-là, on a des estimations un peu plus précises des populations, mais uniquement à l'échelle de ce territoire-là, qui est à cheval sur les deux territoires. Donc maintenant, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. En 2009, on pensait que l'aigle botté s'était estimé une population de 12 à 16 couples. Avec l'amélioration des connaissances, on estime plutôt entre 27 et 45 couples sur ce territoire-là. Donc, c'est pas mal, mais c'est quand même une zone très grande, hein, donc on voit que c'est quand même des densités assez faibles. Pour comparer avec d'autres espèces de rapaces, le cirquet Jean Leblanc,
qui est un rapace encore plus grand que l'aigle beauté, hein, ça fait à peu près la taille d'un héron cendré. Il y a 8 à 12 couples. Le Milan royal 36 à 50, le Milan noir 80 à 130, la Londra apivore 45 à 80, le faucon pèlerin 22 à 27 et le grand-duc 6 à 20 couples. Le grand-duc étant sans doute l'espèce la moins connue dans le secteur. Alors, chaque année, on fait des suivis dont on résume les résultats dans des fiches comme ça qui sont transmises au réseau. Et je vais juste vous présenter quelques images de paysages des gorges de la Dordogne pour vous montrer un peu les différents secteurs où niche l'aigle beauté chez nous. Donc voilà les gorges de la Dordogne. Donc je fais de l'aval vers l'amont. Alors il y a quelques zones de falaises, d'éboulis rocheux, mais il y a beaucoup de zones très boisées. Après il y a des forêts sur éboulis qui sont assez dingues. Quand on est dedans, en fait, on ne sait plus si on marche sur la mousse, les rochers et les arbres poussent au milieu de tout ça. Voilà, ça c'est la confluence entre la Luzège à gauche et la Dordogne à droite. Et tout au nord, il y a les gorges du Chavannes, qui sont très difficiles à prospecter parce qu'il y a très peu de zones découvertes pour faire de l'observation. C'est très boisé. Et les gorges du Chavannes, quand on prend un peu de recul, elles sont vraiment au pied du puits de Sancy, de toute la chaîne du Sancy. En fait, entre la zone Natura 2000 que j'ai montré tout à l'heure en rouge et le puits de Sancy, il n'y a que 10 km à vol d'oiseau. Donc on est vraiment tout près de ce massif-là. Plus au sud, les gorges de la Marne, c'est un peu le même type de paysage. Ça, c'est les tours de Merle, les ruines des tours de Merle. Toujours les gorges de la Marne. Donc c'est des zones qui sont immenses et très boisées. Après, il y a d'autres secteurs qui sont occupés par l'espèce en Limousin, notamment les gorges de la Vézère, où on fait un suivi bénévole. Alors c'est vraiment juste au nord du bassin de Brive, vers les communes de Voutezac, à Lassac. Et donc là, il y a des petites gorges où l'espèce niche. C'est moins spectaculaire que les gorges de la Dordogne, mais l'aigle beauté est présent aussi. Donc pareil, je passe là-dessus, mais ça c'était la fiche des résultats l'année dernière. Donc c'est un secteur où il y avait à peu près 4 couples l'année dernière dans le suivi. Et ensuite, il y a quelques autres secteurs où l'espèce est présente. Il y a au moins un couple suivi, mais probablement plus, sur la vallée de la Corrèze entre Brive et Tulle. Il y a aussi tout le bassin de Brive où l'espèce n'est pas suivie, mais on sait qu'elle est présente. Et l'espèce est suspectée sur un site du plateau de Millevaches, dans une zone de gorge. C'est vrai que le plateau de Millevaches, il n'y a pas beaucoup de zones de gorge, mais il y a un secteur où probablement l'espèce est présente. Et ça, c'est une carte que j'avais faite il y a peut-être un an. Cette année, il y a eu un territoire observé avec au moins un individu observé à plusieurs reprises au sud de Limoges, sur des petites gorges, sur un affluent de la Briance, je crois, ou de la Vienne, je ne sais plus. Et donc l'espèce pourrait nicher peut-être en Haute-Vienne, donc c'est à éclaircir. Alors ça c'est un paysage du bassin de Brive où l'espèce est nicheuse, hein, c'est la côte pelée sur la commune de Chasteau. Donc là on est sur le calcaire. Et si on se déplace vers les départements du Lot ou de la Dordogne, l'aigle beauté aussi est présent, en particulier sur le Lot. Alors je voulais vous présenter quelques éléments sur la conservation de l'espèce, puisque donc moi je suis salarié de la LPO Limousin, chargé de mission biodiversité, et on travaille notamment à protéger, non seulement à étudier, mais aussi à protéger cette espèce. Alors en fait on s'est servi d'éléments de connaissance sur l'aigle beauté, notamment grâce au suivi qui est mené, tout ce qui est localisation des territoires de reproduction. Donc ça c'est depuis les années 70. Mais également les travaux qui ont été menés avec les balises Argos, où ça a permis de bien déterminer les zones vitales. Les jeunes passaient beaucoup de temps, et les adultes aussi, autour des nids. Donc ça a permis, on va dire, d'un point de vue de l'écologie de l'espèce, de cibler les zones où l'espèce pouvait vraiment être sensible au dérangement. Et on s'est servi de ces données-là pour, dans le cadre d'un partenariat entre la LPE Limousin et le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, mener des projets d'acquisition de forêts de plantes. Alors en fait, le Conservatoire d'espaces naturels, c'est une association qui a pour but d'acheter des terrains avec des zones naturelles et de les soustraire, entre guillemets, à l'exploitation ou l'artificialisation qui pourrait y être menée. Ça peut être des zones qui sont laissées en libre évolution comme des forêts de pente. Ça peut être aussi des zones
qui sont issus d'une activité humaine ancienne, comme les landes en fait, et qui sont maintenus en lande avec le pâturage, etc., mais avec un fort enjeu de protection, un fort but pardon, de protection de la nature. Voilà. Alors, par exemple, pour illustrer ce travail-là, on avait produit une première carte en 2011 avec des territoires d'aggloboté de circaètes sur les gorges de la Dordogne et les environs, en appliquant des zones tampons de 30 hectares autour des nids, et en classant un ordre de priorité en fonction des menaces sur les zones. La principale menace pour les espèces là-bas, c'est l'activité sylvicole, c'est l'exploitation forestière. Quand elle a lieu en hiver par éclaircie, ça peut ne pas être trop impactant, mais si c'est des coupes rases, et à plus forte raison des coupes rases en période de reproduction, les espèces fuient le secteur, les oiseaux fuient le secteur. On a refait un document de travail comme ça en 2018, avec une mise à jour des territoires de reproduction, surtout sur l'aggloboté, un petit peu le circaète aussi. Donc voilà, concrètement, ça se présente comme ça. Il y a un nid qui est localisé précisément sur un système d'information géographique. Et puis on applique des zones tampons qui ne concernent que les parties boisées. Et en fait, ces secteurs-là sont des secteurs où le conservatoire va chercher s'il y a des possibilités d'acquisition. Donc en gros, dans leur recherche de parcelles à acquérir, ils utilisent les globautés comme clé d'entrée, mais ce n'est pas la seule. Leur objectif n'est pas que de conserver les populations d'agglobotés, il y a évidemment tout un tas d'autres enjeux sur lesquels eux travaillent. Ils travaillent beaucoup notamment sur la flore. Alors le bilan est très positif, c'est un bilan qui se complète chaque année. Donc il faut savoir que c'est des acquisitions qui se font avec des financements de l'Europe et de la région Nouvelle-Aquitaine. Sur la partie ZPS, où on travaille plus particulièrement dans les gorges de la Dordogne, le conservatoire a acquis 191 hectares de forêt. En Limousin, ils sont propriétaires de 500 hectares de forêt. Et il y a encore 150 hectares qui sont en stockage à la SAFER. Alors ça, c'est des chiffres qui datent de la fin de l'année dernière. Alors je n'ai pas calculé le pourcentage de recouvrement entre les zones vitales pour l'aggloboté ou le circaète et puis les zones acquises en fait, parce qu'eux, ils font des acquisitions selon les opportunités et l'intérêt des sites. Donc ils n'arrivent pas toujours à acheter des endroits où il y a des agglobotés, où il y a des circaètes. Et le conservatoire mène actuellement un projet de réserve naturelle régionale sur les gorges de la Maronne, dans une partie qui est dans la zone Natura 2000. Donc c'est un projet qui est en cours et qui pourrait bénéficier à l'aggloboté et à d'autres espèces de rapaces. En rose, j'ai illustré les zones qui ont été achetées par le conservatoire, les zones de forêt et de pente. Tout au sud, là, c'est pas la Maronne ni la Dordogne, c'est les gorges de la Serre. On voit au nord la ville d'Argentat. Au nord de la carte, ce sont les gorges de la Maronne. Et puis là, c'est les gorges de la Dordogne, la partie aval, et plus au nord. Donc il y a des acquisitions aussi sur les gorges de la Luzège, la partie à gauche. Voilà. Alors, en fait, j'avais fait ce diaporama l'année dernière, et j'avais mis, malgré quelques déceptions, parce qu'en fait, cette petite montagne qu'on voit sur la carte, qui est coincée entre la Luzège et la Dordogne, ça fait une presqu'île qui s'appelle Frétigne. Ça fait 80 hectares, et c'était une propriété des hôpitaux de Tulle, qui n'y faisaient pas grand-chose. L'ONF était gestionnaire, et c'est très difficile d'accès. Et en fait, ils ont souhaité le vendre. Moi, j'ai eu l'information assez tôt, et j'ai transmis l'information au Conservatoire d'espaces naturels, qui s'est positionné. Dans un premier temps, ils n'ont pas eu l'acquisition parce qu'en fait, il y a des chasseurs privés qui se sont positionnés pour acheter, et ça a été signé avec des chasseurs privés. Mais en fait, ils avaient un délai de rétractation, et j'ai appris il y a quelques mois qu'ils s'étaient rétractés, et que le conservatoire était de nouveau dans la course pour acheter ce secteur de 80 hectares de forêt de pente, qui abrite un territoire de reproduction d'aggloboté et un territoire de reproduction Milan Royal, et plein d'autres bestioles. Dans des cas comme ça, vous n'avez pas possibilité de préempter Alors, par les affaires les conditions de vente, moi c'est vrai que c'est pas ma spécialité parce que c'est vraiment le métier de mes collègues du conservatoire. Ils ont des possibilités de préemption dans certains cas, mais c'est pas du tout aussi fort que le conservatoire du littoral, dont on sait qu'il a des capacités de préemption sur les zones de rivage, notamment maritimes, mais pas que. Et là, en fait, il y a des zones où le conservatoire préempte, ça arrive, mais là, dans la mesure où c'était les hôpitaux de Tulle, que c'était une grosse propriété, moi j'avais l'information qu'ils n'avaient pas de possibilité de préemption. Je ne saurais pas expliquer en détail.
quand est-ce qu'ils peuvent préempter ou pas. En fait, je crois que c'est la SAFER qui peut préempter, mais la SAFER, selon les caractéristiques des terrains, ne le fait pas toujours, quoi. Donc là, en l'occurrence, elle ne l'avait pas fait. Après, je ne connais pas le détail au niveau réglementaire. Donc ça, c'est un dossier en cours. Alors, il y a d'autres actions de conservation qui sont peut-être un petit peu plus compliquées à présenter, mais je vais le présenter rapidement. Au niveau du timing, tout va bien. En fait, nous, on travaille beaucoup sur les gorges de la Dordogne. En fait, on est deux structures, la LPO Limousin et la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, c'est compliqué, c'est comme tout. En fait, historiquement, nous étions la CEPOL et nous sommes passés à LPO Limousin et nous sommes rattachés directement à la LPO France. Nous sommes une antenne locale de la LPO France maintenant. Et l'Auvergne était une association locale indépendante de la LPO. Donc, ils avaient une charte de fonctionnement avec la LPO, mais ça restait une association indépendante avec son propre CA. Et eux ont aussi changé, puisque en passant dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, ils se sont rapprochés avec les LPO de Rhône-Alpes pour faire une grosse LPO à l'échelle Aura. Donc c'est la LPO Aura maintenant. Donc on a tous changé. Moi j'étais dans une équipe de 4 salariés, je me retrouve dans une structure de 230 salariés. Et mes collègues, ils étaient 35, ils se retrouvent dans une structure de 90 salariés. Alors, sur la zone Natura 2000, en fait, il y a tout un tas d'outils plus ou moins utiles, voire plus ou moins inutiles, qui sont liés à Natura 2000. On appelle ça des contrats ou des chartes. En fait, Natura 2000, c'est pas vraiment un dispositif de protection de la nature stricte comme on peut l'imaginer dans le cas de réserve naturelle. Ça s'appuie sur un réseau de sites Natura 2000, au sein duquel il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour la protection, des moyens financiers et des moyens humains pour la protection des espèces. Mais si vous êtes propriétaire d'une parcelle dans un site Natura 2000, vous pouvez y mener les mêmes activités qu'en dehors du site Natura 2000. Il y a des fois des évaluations environnementales un tout petit peu plus poussées à faire, mais la réglementation c'est la même que dans le code de l'environnement. Par contre, dans une zone Natura 2000, il y a un animateur Natura 2000 comme moi dans le cas des gorges de la Dordogne qui peut venir vous embêter pour vous dire attention, là vous avez un aigle botté dans votre forêt. Dans les forêts qui ne sont pas dans Natura 2000, eh bien, il n'y a pas forcément l'animateur qui vient, mais la réglementation, normalement, est la même. Et les outils Natura 2000, c'est un catalogue de mesures qui s'applique à toutes les zones Natura 2000. Et alors, les contrats, je vais vous donner qu'un seul exemple. Le contrat le plus pertinent pour l'aigle botté, c'est un contrat qui vise à la protection des bois sénescents, des vieux arbres. Et donc, en fait, un propriétaire qui accepte de laisser sur pied des vieux arbres, soit à l'arbre, soit sur une certaine surface, en fait, ce propriétaire, il touche un dédommagement de la part de l'Europe et de l'État sous forme d'un contrat Natura 2000. Il s'engage à laisser les arbres sur pied pendant 30 ans et il touche de l'argent en compensation. Et puis sinon, il y a aussi les chartes Natura 2000, où là, c'est plus un document comme quoi le propriétaire s'engage à respecter un certain nombre de choses, mais ça relève plus de la bonne conduite environnementale, c'est peu contraignant. À côté de ça, il y a un gros volet qui s'est développé en même temps que la réglementation, c'est la partie, on va dire, assistance technique. Donc il y a beaucoup de projets dans les zones Natura 2000 qui sont soumis à évaluation d'incidence. C'est le même principe, on dit évaluation d'incidence dans le cas de Natura 2000, c'est le même principe qu'une étude d'impact. En fait, maintenant, il y a des projets de manifestations sportives, par exemple une randonnée motorisée avec 100 participants, des choses comme ça, qui sont soumis à évaluation d'incidence. Donc les tracés peuvent être analysés par les animateurs Natura 2000 et si ça pose problème d'un point de vue de l'environnement, il peut y avoir des variantes qui sont proposées, etc. C'est assez contraignant parce qu'en fait les services de l'État vont suivre en général les animateurs Natura 2000 quand il y a vraiment des enjeux forts. On est aussi sollicité dans tous les documents de gestion forestière qui sont établis sur les propriétés privées. Et les gorges de la Dordogne, c'est surtout des propriétés privées. En Limousin, on a énormément de propriétés privées. En fait, si je prends le cas de l'ONF, on est une des rares régions, en tout cas anciennes régions, où il n'y avait pas de réserve biologique intégrale. Et une des raisons principales, c'est que l'ONF en fait, a très peu de parcelles qui appartiennent à l'État. Il y a des parcelles qui sont communales, dont ils ont la gestion, des biens de section, etc. Mais des parcelles vraiment qui sont en gestion ONF, qui appartiennent à l'État, elles sont souvent petites, réduites, et il n'y en a pas beaucoup en Limousin, parce qu'il y a beaucoup de parcelles privées. Alors tous ces dossiers-là sont instruits par les services de l'État, mais nous, on apporte une expertise technique. Après, on fait évidemment tout un ensemble d'actions de sensibilisation.
Sur les gorges de la Vézère, où il y a aussi des aigles bottés, mais qui ne sont pas en zone Natura 2000, au titre de la directive oiseaux, on a beaucoup d'échanges d'informations avec les animateurs de la zone Natura 2000, qui elle est au titre de la directive Habitat, donc en gros qui est censé protéger tout ce qui existe autre que les oiseaux, faune, flore et habitat. Pourquoi il y a deux directives? Ça c'est l'historique réglementaire qui a mené à ça, qui a mené à deux types de zones Natura 2000. En général c'est assez source de confusion pour tout le monde, mais c'est comme ça. Et donc en fait, on a beaucoup d'échanges avec l'animateur Natura 2000 qui est le conservateur d'espaces naturels encore, notamment par rapport à tout ce qui est projet sur le site et aussi les projets d'acquisition foncière que mènerait le conservatoire. Alors je vais vous montrer un exemple qui est vraiment récent d'intervention. En fait, sur un site de reproduction d'aigles bottés, à un moment donné, on a perdu les oiseaux. On voyait toujours de l'aigles bottés, mais on ne savait plus où était le nid, où il nichait. Et puis à l'été 2018, on a redécouvert le territoire grâce à l'observation d'un jeune qui était volant en fin d'été. Et donc en avril 2019, j'ai eu la chance de découvrir le nid qui avait une situation aussi assez originale puisqu'il était dans une plantation de sapins de Vancouver. En fait, là c'est de la forêt de feuillus avec du hêtre, du chêne. Et au milieu, il y a des gens qui ont planté, il y a peut-être 40 ou 50 ans, deux secteurs en sapin de Vancouver. Et le propriétaire qui a récemment acheté ça a fait venir à peu près en même temps que nous on découvrait le nid ou le territoire. Le propriétaire a fait venir un expert forestier qui lui a dit les sapins de Vancouver avec le réchauffement climatique, dès qu'ils sont à taille à peu près adulte, ils y passent. Donc là vous en avez qui sont très beaux, il faut les couper maintenant, dans 5 ans ils seront peut-être morts et ils perdront de la valeur. Donc, en fait, moi, peut-être 2 semaines ou 3 semaines après avoir trouvé le nid, j'ai appris que le propriétaire voulait couper les arbres. Alors, donc, il y a eu tout un tas d'événements qui sont suivis, mais à l'été 2019, il y a quand même eu un jeune à l'envol. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que ne pouvant pas proposer d'outils de dédommagement propriétaires, puisque les sapins de Vancouver ne peuvent pas être pris en compte dans des contrats Natura 2000, en fait, j'ai fait en sorte que le propriétaire et l'exploitant forestier appliquent la loi qui dit très précisément qu'on ne doit pas détruire un site de reproduction d'une espèce protégée, et à plus forte raison si cette espèce protégée est menacée et visée par un site Natura 2000. Donc je me suis appuyé sur les services de l'État. Dans un premier temps, j'ai espéré qu'ils allaient mener les démarches eux-mêmes, mais bon, en fait, ils m'ont juste donné leur accord. Donc moi, j'ai écrit un courrier au propriétaire et à l'exploitant forestier en leur rappelant la réglementation, et en mettant en copie les services de l'État, que ce soit au niveau Corrèze ou au niveau Nouvelle-Aquitaine, et également la police de la nature, qu'on appelle maintenant Office français de la biodiversité. Et alors en plus c'était folklorique parce que le propriétaire était quelqu'un qui était plutôt favorable à la nature, mais en conflit avec tout le monde, avec les gendarmes, les chasseurs, la mairie. Il avait des procès en cours avec la mairie, les gendarmes m'ont dit qu'ils le connaissaient bien, qu'il avait un passif. Les chasseurs, il est chasseur lui-même, il est en conflit avec tous les chasseurs du coin. Il a installé des pièges photos pour voir qui rentre dans ses parcelles. Enfin, c'est un personnage. Donc la situation n'était pas forcément très simple. Et donc on est intervenu en janvier 2020 pour marquer une quinzaine d'arbres autour du nid, en marquant que les plus gros. Et donc j'ai eu des échanges avec l'exploitant forestier qui est passé 3 semaines après pour couper les arbres qu'il pouvait couper. Donc en fait, je n'ai pas montré, mais sur cette partie-là, il y a 2 lambeaux de sapin de Vancouver, et le nid de l'aigle botté, c'est une chance, il était dans la partie en haut à gauche. Donc, connaissant la biologie de l'espèce, et en m'appuyant sur d'autres avis que le mien, on est parti dans l'idée que si on laissait une partie du massif à gauche, et qu'on laissait exploiter le reste, comme c'était pris dans une matrice de forêt de feuillus qui, elle, n'était pas touchée, l'espèce allait peut-être rester, puisque le caractère était boisé, restait important sur le site. Donc c'est des travaux qui ont eu lieu en période d'absence des aigles bottés. Et quand je suis revenu au mois d'avril, effectivement, les sapins de Vancouver avaient disparu, sauf une vingtaine d'arbres en haut à gauche. Et j'ai observé le couple qui était toujours présent. En juillet 2020, il y avait 2 poussins au nid, ce qui était plus que les années précédentes, puisque en 2019, 1 et en 2018, 1. Là, on n'en voit qu'un seul, l'autre il est caché derrière le tronc. Et en août, les 2 poussins étaient à l'envol et je les ai vus la semaine dernière. Ils sont prêts à partir en Afrique et
C'était pas du tout sûr que ça marche, hein, parce que c'est vrai que le comportement des oiseaux, savoir s'ils vont accepter le changement de paysage ou pas, est très difficile à anticiper. Mais en tout cas, là, on a permis quand même aux propriétaires de récolter des arbres qu'ils voulaient récolter, et à moindre frais, on a pu préserver la présence de l'espèce sur ce secteur-là. Ce qui est d'autant plus délicat, c'est que les aigles-bottés, même s'ils réutilisent régulièrement le même nid, ils peuvent très bien changer de nid. Et s'ils avaient changé de nid cette année, ça se trouve, ils ne seraient plus jamais revenus nicher sur ces arbres qu'on a empêché de couper aux propriétaires. J'ai à peu près fini. Est-ce qu'on a encore 10 minutes ou... Alors, je vais terminer par quelques petites anecdotes. Alors ça, c'est les observations qu'on fait d'aigles-bottés, souvent c'est aux jumelles et surtout à la longue vue. Parce que quand on les observe sur les sites de reproduction, comme c'est une espèce qui est sensible au dérangement, on essaye de les observer à distance pour ne pas les déranger. C'est des fois possible de calculer les distances entre le point d'observation et là où les oiseaux, ou là où le nid est situé. Ce week-end, j'ai fait une sortie et j'ai vu un cercueil de Jean-Luc qui était très loin sur un endroit où je savais qu'il était présent. Et je me suis amusé à regarder la distance à laquelle j'ai pu l'identifier à la longue vue. Et il était à 5 km. Donc ça donne une idée, la longue vue c'est quand même vraiment un outil puissant et ça nous permet d'observer les oiseaux de loin. Et ça c'est une photo prise à travers la longue vue d'un couple d'aigles-bottés, les deux sont sombres, alors de toute façon ils sont en contre-jour, mais en tout cas c'est des oiseaux sombres. Et je les avais photographiés de très loin comme ça au printemps. Et en fait, donc ils prenaient un bain de soleil juste après l'accouplement qui avait eu lieu sur l'arbre, sur cet arbre mort. C'était le 6 avril 2016. Et comme un clin d'œil, en fait, le 24 août de la même année, sur le même arbre, les mêmes branches, pas tout à fait la même, mais presque, il y avait le jeune qui était sur le lieu de la conception, peut-être. Alors là, il est en vol avec une bondée apivore, c'est une espèce qui ressemble beaucoup à la buse variable. Là, on ne voit pas trop les critères, mais l'aigle-botté est à gauche. Voilà l'aigle-botté en vol, le jeune, donc. Donc c'est sur ça c'est une photo du site. En fait, moi j'observe depuis un pré qui est en bas de pente de l'autre côté de la Dordogne sur ce site. En avril 2018, j'ai eu aussi un conflit territorial qui était assez intéressant. En fait, les aigles-bottés, quand ils reviennent de migration, il y a des rapaces qui sont déjà installés sur place et qui ont déjà leur territoire, notamment les buses variables qui sont bien présentes et qui peuvent occuper le même type de nid, des fois le même nid. Ils peuvent se piquer les nids d'une année à l'autre. Et donc là, il y avait un aigle-botté mâle qui était posé au-dessus d'un nid dans un je crois que c'était un chêne, je sais plus, je crois que c'était un chêne. Et cet aigle-botté était juste au-dessus d'un nid qui était nouveau, que je ne connaissais pas. Il était tranquille, il ne demandait rien à personne. Il y avait beaucoup d'activités, il y avait 3 millions royaux qui étaient en train de se bagarrer juste à 200 mètres et qui n'arrêtaient pas de tourner dans la pente. Et puis en fait, ce nid devait être convoité aussi ou même être occupé par une buse variable, parce que peu de temps après, cet aigle-botté s'est fait attaquer par une buse variable. Et la photo est de mauvaise qualité parce que je suis très très loin, mais en fait elle lui a foncé dessus avec ses pattes vers l'avant. Et l'aigle-botté, lui, quand il a vu ça, il a tendu les pattes comme ça. Et ils se sont retrouvés coincés autour de la branche. Il y avait une patte qui était pendue à la branche et les autres pattes, l'autre patte en dessous, et ils se tenaient par les pattes comme ça. La buse était plutôt à se demander un peu ce qui se passait, et puis l'aigle-botté, lui, était relativement calme. En fait, la buse était un peu inquiète parce qu'il y avait la femelle d'aigle-botté qui était au-dessus. Alors au niveau des conflits, l'agressivité des individus est un paramètre essentiel. Au niveau de la buse et de l'aigle-botté, c'est des rapaces qui sont vraiment identiques en taille. L'aigle-botté est un petit peu plus puissant, un petit peu plus nerveux, a des pattes un petit peu plus fortes, mais c'est à la marge, c'est pas très important. Par contre, le mâle est plus petit et la femelle est plus grosse. Il y a une différence d'à peu près 20%. Et donc en général, quand il y a des conflits territoriaux avec d'autres espèces, c'est la femelle qui intervient et qui, comme elle est assez agressive, elle met un peu tout le monde d'accord. Donc c'est ce qui s'est passé, là ils ont fini par lâcher au bout d'une minute. Et la buse s'est fait copieusement taper dans le dos par la femelle d'aigle-botté, qui une fois qu'elle a réglé le compte de la buse, est allée s'occuper des milans royaux qui étaient à côté et les a fait dégager aussi. Autre observation, une anecdote de terrain, donc là c'est avec 2 collègues, on avait emprunté un bateau pour essayer de prospecter sur des endroits qui étaient difficiles d'accès. Donc là les 2 collègues c'est Romain Riols qui travaille sur l'Auvergne et Mathieu André qui travaille sur la Corrèze.
Donc Romain, c'est un des spécialistes des rapaces en Europe, hein, c'est vraiment un des meilleurs spécialistes des rapaces. Et donc là, on a vu une femelle d'aigle beauté qui était très démonstrative, qui a paradé. Et Romain a pris toute une série de photos de l'oiseau en vol où on voit les différentes attitudes au cours de la parade. Donc voilà, l'oiseau il est capable de plonger et de faire des festons avec les ailes fermées. Donc en fait, il prend de la vitesse, il remonte, il reprend de la vitesse avec les ailes fermées, donc ce qu'on appelle le vol en feston. Les aigles font beaucoup ça, toutes les espèces d'aigles quasiment. Et après, quand ils remontent, ils peuvent garder les ailes fermées, comme ça, et remonter pour faire une chandelle. C'est ce qu'on voit là. Donc voilà toujours cet oiseau. Là, on voit comme il replie les ailes pour prendre de la vitesse. Là c'est sur une trajectoire assez inclinée, mais quand ils sont en chasse, les aigles beauté sont capables de plonger à la verticale sur des fois 500 mètres, 600 mètres. Et en fait, moi, la seule espèce en France que je vois régulièrement faire ça, c'est le faucon pèlerin. Donc en fait, vraiment, l'aigle beauté, il partage avec le faucon pèlerin le fait de faire des plongeons invraisemblables. Voilà, on voit de dessus l'oiseau. Donc ça fait des attitudes qui sont très originales parce qu'en fait, il fait des démonstrations aériennes et le tout en chantant. Je vais vous faire écouter la voix de l'aigle beauté si ça marche. Et donc là, la photo, c'est l'oiseau qui était posé. Voilà, ça c'est une sorte de cri que les adultes utilisent quand ils ont des démonstrations territoriales ou des comportements nuptiaux. En fait, c'est assez particulier comme voix pour un rapace, ça ressemble plus aux petits échassiers qu'on a sur le bord de mer, là, les libicoles. Voilà. Alors, il doit me rester une ou deux petites anecdotes. Le 5 juillet 2016, j'arrive dans un village pour faire de l'observation. Je croise une personne qui est bénévole au conservatoire qui me dit que cette année, il n'a pas vu d'aigle beauté. Et puis en fait, il y en a un qui est en chasse au-dessus du village. Donc je reviens en arrière lui montrer, on l'observe ensemble, et puis je continue sur ce chemin-là. Et en fait, l'aigle beauté, il était vraiment à ma verticale, à peut-être une centaine de mètres, 150 mètres de hauteur. Et en fait, il s'est mis à plonger, mais dans ma direction. Il était en chasse. Et il est venu, en fait, taper un passereau qui était au sommet. On voit là, il y a la maison au bout du chemin. Et juste à gauche, il y a des arbres au bout du pré, là. Les premiers chênes. Et il est venu taper un oiseau dans le sommet de ces chênes. Et moi, j'étais situé au niveau de la maison au bout du chemin, en fait. Donc, vu du ciel, ça donne ça. En gros, moi, j'étais juste devant la maison. Et il est venu taper l'oiseau dans le sommet du chêne. Donc c'était sans doute un pinson ou un verdier, c'est un oiseau de près de cette taille-là, donc la taille d'un moineau on va dire. Et après il a fini sa course dans le pré et il est passé devant moi avec sa proie. Donc je l'ai eu à 10 mètres, ce qui est assez exceptionnel. Et en fait après, voilà, j'ai mis l'endroit où il a tapé l'oiseau. Et en fait après, cette aigle beauté-là, je l'ai retrouvé dans le ciel. Et je suis allé sur mon point d'observation, je l'ai suivi. Et il est allé avec sa proie dans une forêt de pente qui était située à 2,4 km. Et en fait, l'année d'après, Thérèse Nord a trouvé le nid dans cette pente-là. L'avantage, c'est qu'elle a plus d'ancienneté que moi, et elle m'a dit « Ah, mais dans les années 90, il y avait un territoire de reproduction là-bas. » En fait, les oiseaux nichaient sur le versant en face depuis des années, et là, ils s'étaient remis sur l'autre versant. Et donc, elle a trouvé le nid, et on a pu suivre la reproduction par la suite. Là, c'est une photo qui a été prise en 2018, il y a deux jeunes en fait, on en voit principalement un, mais on devine la tête de l'autre à droite de la tête du premier. Et malheureusement, en 2019, le nid est tombé sans doute pendant une tempête, ça arrive dans des hêtres. Les hêtres sont des essences avec l'écorce lisse, et c'est très bien pour faire de très gros nids, parce qu'il y a des grosses branches maîtresses, mais par contre, des fois, les nids tombent plus facilement sur les hêtres. Et du coup, là, le nid est tombé pendant la période de couvaison, on a retrouvé un œuf au sol, et le nid est tombé, donc la reproduction a échoué. Et là, je pense qu'ils sont, cette année 2020, ils sont revenus en face. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des doutes, ça, c'est toutes les personnes que je vous remercie, parce que tout ce que je vous montre, c'est un travail qui est collectif. Et puis, si vous avez des questions, c'est...